Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Les attaques terroristes qui ont fait 129 morts et 352 blessés, dont une trentaine encore en réanimation, les terroristes viennent de faire parler d'eux en frappant de la façon la plus spectaculaire en plein cœur de Paris. C'est au moment où les autorités étaient plus que conscientes de la menace terroriste. Une menace qui a donc une nouvelle qui prend une nouvelle tournure, suscitant des inquiétudes à Paris, en Europe, en Afrique et ailleurs dans le monde. Les attentats du vendredi ont été revendiqués par Daesh. Alors, comment faire face à cette nébuleuse? Pourquoi les nouvelles mesures prises par les autorités compétentes françaises ne se sont pas avérées efficaces? Que faire face à l'internationalisation des mouvements terroristes? Nous allons poser ces questions et bien d'autres à nos invités qui sont André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS à Paris, spécialiste du Sahel, c'est Daniel, journaliste écrivain, et Baba Dakono, analyste. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Bienvenue. La terreur, l'horreur, la barbarie, les qualificatifs manquent pour qualifier la multitude d'attaques perpétrées vendredi soir par les terroristes dans la capitale française. Le bilan est très lourd, 129 morts, 80 blessés, dont 42 étaient encore hier en réanimation. Les terroristes ont donc agi sur le sol français de la manière la plus spectaculaire et la plus inédite. Et pourtant, on savait que la menace était là, on parlait même d'alerte. On se rappelle qu'après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher le 7 et 9 janvier, le pays a procédé au renouvellement de son dispositif antiterroriste. Des mesures phares sont donc entrées en vigueur depuis un peu plus d'un mois. Elles concernent la loi sur le renseignement, notamment l'autorisation des mesures de nombreuses techniques spéciales d'enquête pour les services, la surveillance informatique, la surveillance des communications, et pour ne citer d'ailleurs que celle-ci. Pourtant, les terroristes sont parvenus à frapper en plein cœur de Paris. Et de quelle manière? Alors, la menace était donc là, mais cette manière d'agir des terroristes, pouvait-on se l'imaginer? Je pose la question en premier lieu à André Bourgeot, qui est directeur de recherche au CNRS à Paris. L'imaginer à ce point, certainement pas. Vous avez fait référence à une situation inédite. C'était effectivement difficilement prévisible. En revanche, ce genre de pratique est difficilement envisageable. Donc, est-ce qu'il y a eu des carences du côté des services de renseignement et des services de police français? C'est difficile à dire, mais en tout état de cause, je tiens à souligner le caractère complètement inédit, dramatique et quantitativement extrêmement important. Vous l'avez annoncé, 129 morts, mais il y en aura probablement plus. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette opération à Paris et dans sa banlieue en Seine-Saint-Denis, c'est qu'apparemment, ça relèverait quand même d'une stratégie, je dis bien d'une stratégie, parce qu'il ne faut pas oublier que Daesh, que l'organisation de l'État islamique est intervenue dans le sud du Liban il y a quelques semaines, qu'ils sont intervenus aussi à Sharm el-Sheikh en Égypte il y a aussi quelques semaines, et puis qu'ils ont revendiqué l'attentat de l'avion fabriqué en Russie. Donc ça fait quand même beaucoup d'attentats en l'espace de 5 ou 6 semaines. Donc ça renvoie une stratégie. Ce qui me permet de poser la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement l'existence d'une internationaliste de l'organisation de l'État islamique qui existerait et qui interviendrait lorsqu'il décide d'intervenir? Ce qui me paraît important en ce qui concerne Paris et Seine-Saint-Denis, c'est qu'ils ont fait la démonstration, tout comme ils l'ont fait d'ailleurs, tout comme le font les salafistes djihadistes au Mali, ils font la démonstration qu'ils peuvent intervenir quand ils veulent et là où ils veulent. C'est la première chose. La seconde chose, ce qui est symbolique aussi dans les cibles atteintes, c'est le mode de vie occidental, parce que le Bataclan est un endroit où il y a des réjouissances musicales, notamment du hard rock, etc. Donc pour eux, c'est quelque chose d'insupportable, ce mode de vie libre, où les gens sont à la terrasse, ils font ce qu'ils veulent, ils mangent, ils discutent, etc. Donc les objectifs sont atteints. D'autant que l'objectif majeur, c'est que l'on parle d'eux pour créer la peur et la psychose. Je crois que là, ils ont marqué des points, puisque les autorités françaises ont pris la décision de décréter l'état d'urgence. L'état d'urgence, ça se manifeste aujourd'hui de manière très très claire. Il n'y a plus de réunions, par exemple.
toutes les réunions qui étaient prévues de longue date à l'Assemblée nationale française ont été annulées pour des raisons d'ordre sécuritaire. Alors, Sir Daniel est en ligne, il est journaliste, écrivain. Et dites-nous, Sir Daniel, ce qui est donc arrivé à Paris vendredi, c'est plus que surprenant. Oui, écoutez, d'abord, il y a ça. Vous savez qu'à la fin de l'année 1988, on savait que les Soviétiques s'apprêtaient à quitter l'Afghanistan parce qu'ils ne pouvaient pas résister face à toute cette coalition de djihadistes réunis en Afghanistan. Ça, c'est très important. Et à l'époque, à la tête d'Al-Qaïda, il y avait deux hommes qui se disputaient le leadership. Il y avait l'universitaire jordanien Abdullah Azzam et puis Oussama Ben Laden. Le premier disait, il faut qu'on crée une légion étrangère pour pouvoir lutter contre ce qu'il appelait les régimes apostats, alors que Ben Laden, lui, disait il faut que tous les djihadistes repartent dans leur pays d'origine, retournent dans leur pays d'origine pour porter le djihad national. Donc les djihad nationaux vont constituer le djihad international et Al-Qaïda va adouber ces groupes-là. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, et c'est le plus important à mon avis, c'est de dire que l'organisation État islamique prend le dessus sur Al-Qaïda dans la forme de violence d'attaque d'un pays comme la France. Ça, c'est très important. La première remarque, à mon avis, c'est plutôt de dire que l'organisation État islamique, désormais, devient la première organisation terroriste dans le monde. Vous avez eu 6 attaques, au moins, en une vingtaine de minutes, synchronisées. Vous avez des gens qui louent des véhicules en dehors de la France parce qu'ils savent que c'est l'État Schengen et qui reviennent attaquer la France. Donc ce qui s'est passé est très très grave en termes de mode d'opération. Ensuite, vous avez la particularité de l'organisation État islamique qu'il faut souligner. Ils sont à califourchon de deux pays, la Syrie et l'Irak. Il y a des mouvements de flux vers la Syrie, vers là-bas, vers l'organisation État islamique. Donc vous avez des Français qui partent, vous avez des jeunes Africains, des Maghrébins, mais il y a également des mouvements de reflux. Et ce qui est important, et ça c'est la marque de fabrique, à mon avis, de l'organisation État islamique, c'est de constater qu'ils n'ont plus besoin forcément de se déplacer dans un pays comme la France pour commettre des attentats. De la Syrie, ils organisent des attentats et à mon avis, c'est ce qu'il faut observer et c'est le plus important. Et ça, c'est à mon avis une nouvelle étape dans le terrorisme international. Dans ce studio, nous avons Baba Dakono qui est analyste. Alors dites-nous, Monsieur Dakono, ici au Mali, on n'a pas été indifférent à ce qui s'est passé à Paris vendredi vu la gravité de l'événement. Oui, on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à ce qui se passe en France. Non seulement beaucoup de Maliens aujourd'hui, beaucoup de Français sont d'origine malienne et il y a quand même des connexions entre les peuples. Au-delà des rapports État du Mali, État de la France, il y a quand même ces rapports de peuples qui existent. Donc ces rapports de peuples font que bon nombre de nos concitoyens se sont montrés solidaires par rapport au peuple français, à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Au-delà de la question des peuples, il y a aussi la question des États. Comme vous le savez, la France est aux côtés du Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. D'abord pour la libération des localités du Nord, ensuite l'opération Serval qui s'est mise en opération Barkhane. Donc on peut aisément comprendre que le Mali ne pouvait pas rester tout à fait indifférent par rapport à ce qui s'est passé. Oui, mais que les terroristes parviennent à frapper de cette manière en France, ça étonne bien ici au Mali, non? Je pense que ça surprend à plusieurs égards. D'abord sur le fait que avec tout ce qui s'est passé en France, notamment sur l'affaire Charlie Hebdo, et que ce qui s'est passé, c'est d'abord passé dans un premier temps dans la même rue, qui est quand même une rue très surveillée, et que Serge Daniel vient de le relever tout de suite. C'était une opération quand même qui était très bien préparée et qui a eu beaucoup de conséquences. Donc l'étonnement, c'est comment ils ont pu avoir la capacité de mener cette opération de cette envergure sur le sol français et principalement dans la capitale et dans l'une des rues qui avait été victime d'attentats terroristes il y a peu de temps. Donc c'est surprenant, mais il ne faut pas également occulter, on le disait tout à l'heure, le fait que ces mouvements sont construits sur des cellules locales, des cellules nationaux. On a parlé de reflux tout de suite. Il faut comprendre que c'est composé de deux catégories, ceux qui sont restés, qui ont été rejoints par ceux qui ont tenté l'aventure en Syrie, qui ont été refoulés soit parce qu'on a estimé qu'ils n'ont pas la capacité d'accomplir une mission en Syrie,
ou pour qu'ils viennent apporter un soutien justement à ces cellules nationaux, parce que connaissant ce pays, vous l'avez entendu tout à l'heure, ils sont allés en Belgique pour louer des voitures, ensuite revenir, ensuite ils ont attaqué le Bataclan, c'est pas anodin pour qui connaît ce lieu qui a été un lieu de culte pendant les années 90, qui constitue un repère pour la plupart des jeunes, milieu dans lequel est issu également certains de ces terroristes. André Bougeaud, vous êtes toujours en ligne. Alors, quand le Premier ministre Manuel Valls parle de risque de nouvelles répliques en avertissant que le pays allait longtemps vivre avec cette menace, il s'agit bien sûr de la menace terroriste. Alors, il dit que ce n'est pas pour faire peur, mais ça doit faire certainement peur, non? Bien sûr, c'est créer les conditions d'une psychose importante. On le voit d'ores et déjà. Les réunions sont supprimées, les théâtres se ferment, etc. Non, mais je voudrais revenir sur le fait que l'organisation de l'État islamique devient la première organisation mondiale. Je crois que par-delà le constat, il faut se poser la question suivante, c'est pourquoi l'organisation de l'État islamique devient la première organisation mondiale dans ses pratiques terroristes. C'est quand même fondé sur le fait que l'organisation de l'État islamique contrôle une grande partie de la production de pétrole, et plus particulièrement en Irak, dans la région de Mossoul, et qu'il y a des trafics fondés sur la fraude, sur l'acheminement du pétrole. Ça passe aussi par la Jordanie, ça passe aussi par la Turquie. Donc se pose le problème suivant, est-ce que c'est suffisant de prendre des décisions politiques si ces décisions politiques ne conduisent pas à faire en sorte de lutter contre ce trafic de fraude? Donc, me semble-t-il, ça appartiendrait aussi à l'ONU, parce que puisqu'on parle d'internationalisation de pratiques terroristes, c'est aussi à l'ONU de prendre des décisions à cet égard. Il y a quand même aussi une contradiction à travers les pays, dans le comportement des pratiques politiques des pays occidentaux, et plus particulièrement de la France. La France continue à collaborer avec la Jordanie, avec la Turquie, avec le Qatar, etc., avec l'Arabie Saoudite. Ce sont quand même tous ces pays-là qui ont soutenu plus ou moins directement ou implicitement les activités des salafistes djihadistes. Donc s'il n'y a pas véritablement une politique de lutte contre le trafic du pétrole par la fraude, les experts disent que ce trafic de la fraude du pétrole rapporterait 2 à 3 millions par jour, 2 à 3 millions d'euros par jour à l'organisation de l'État islamique. Alors donc effectivement, dans ces conditions, c'est une puissance, c'est aussi une puissance financière qui impose ses points de vue et ses pratiques sur beaucoup de plus en plus sur beaucoup de pays cibles considérés comme étant les ennemis de cet État islamique. Et ça, je tiens absolument à le souligner, parce que s'il n'y a pas une concertation politique qui vise à éradiquer ou, dans un premier temps, à enrayer cette fraude du pétrole, qui ramène des sommes fantastiques, je dis bien 2 à 3 millions par jour. Comment voulez-vous que ça ne devienne pas la première puissance mondiale des activités terroristes? Sir Daniel, vous venez de l'entendre, ce n'est pas pour rien que l'organisation de l'État islamique prend donc le dessus sur Al-Qaïda. Alors, les raisons, qu'est-ce que vous en pensez? Non, le problème, c'est qu'ils ont un territoire, contrairement à Al-Qaïda tout simplement. Ils ont un territoire. Et je le disais tout à l'heure, et ça c'est fondamental dans ce qu'est le terrorisme, le visage du terrorisme international aujourd'hui, c'est que vous avez Zawahiri, le patron d'Al-Qaïda, qui doit être en train de s'éterrer dans des grottes, alors qu'eux, ils ont un territoire. Ça c'est fondamental. La notion de territoire, à mon avis, aujourd'hui, est très important pour parler de l'organisation État islamique. Ils circulent, vous voyez à la télévision, vous voyez les vidéos qu'ils montrent. Ensuite, vous avez quand même la notion de barbarie. Vous voyez comment ils mettent en scène, par exemple, lorsqu'ils veulent lyncher, lorsqu'ils veulent tuer des otages, lorsqu'ils veulent brûler des otages, des êtres humains, c'est quelque chose de terrible. Et vous voyez d'ailleurs que cette violence séduit un certain nombre d'organisations terroristes en Afrique. Si vous prenez le nord du Mali aujourd'hui, la Katiba de Mokhtar El-Mokhtar, on ne sait pas s'il est mort, on l'annonce pour mort, vous voyez qu'il y a une scission au sein de sa Katiba parce qu'il y a une branche du Moujao dirigée par Walid
Walid Abou Sahlaoui, qui dit désormais, nous faisons allégeance à l'organisation de l'État islamique. Pourquoi? À cause, ils sont séduits par cette violence-là. Boko Haram, par exemple, au Nigeria, fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. Ce qui, moi, me frappe, c'est la stratégie de conquête des âmes, des cœurs, des djihadistes, des terroristes dans le monde, de l'organisation à l'État islamique. C'est quelque chose qui me frappe et on s'est peut-être trompé parce que si vous prenez dans un pays comme la France, pendant longtemps, on s'est intéressé aux jeunes Français qui allaient en Syrie. Mais on n'a pas pensé peut-être à mieux maîtriser le phénomène, l'endoctrinement, l'influence qu'avait l'État islamique de la Syrie sur des jeunes, par exemple, en France. C'est vrai, il faut penser à organiser, il faut penser à maîtriser, à organiser, à suivre les mouvements de reflux de la France, de l'Europe vers la Syrie, mais de l'autre côté, c'est que de là-bas, ils ont des moyens colossaux, notamment par le pétrole, mais le pétrole n'explique pas tout. Ils ont un système de communication plus perfectionné, un système d'endoctrinement. Ce n'est même pas un endoctrinement, je dirais un surchauffage du cerveau, plus adapté, plus élaboré, à mon avis, que à Al-Qaïda, tout simplement. Studio Tamani, 18h31, nous allons observer une première pause. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les attaques terroristes perpétrées à Paris vendredi, c'est le sujet du jour. Et pour en parler, nous avons 3 invités, dont 2 au téléphone. André Bourgeot, qui est directeur de recherche au CNRS à Paris, il est spécialiste du Sahel. C'est Daniel, journaliste écrivain, qui s'y connaît bien lorsqu'il s'agit une fois de plus du Sahel. Et nous avons ici dans ce studio Baba Dakono, qui est analyste. Alors, monsieur Dakono, c'est Daniel le disait, André Bourgeot l'avait dit auparavant. L'organisation de l'État islamique qui prend le dessus sur Al-Qaïda, comment vous comprenez cela ici à Bamako? Il va sans dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas dédire mes 2 prédécesseurs, que l'organisation de l'État islamique est devenue une puissance plus importante que les autres dans le monde du terrorisme aujourd'hui. Il y a plusieurs explications. On ne va pas totalement occulter la question du pétrole, qui soutient fondamentalement cette organisation et qui en fait une grande puissance. Mais au-delà de cette question de pétrole, il y a également le fait qu'il profite de tous les enjeux géopolitiques et géostratégiques dans cette région aujourd'hui, et que finalement on se dit, est-ce que les puissances aujourd'hui tirent toutes les leçons de ce qui a été fait par le passé, parce qu'on a plutôt l'impression qu'il y a une répétition, qu'il s'agisse aujourd'hui de Al-Qaïda ou qu'il s'agisse de l'État islamique. Il y a quand même des conditions qui ont fait que ces organisations sont devenues super puissantes, parce qu'à un moment, on avait besoin d'eux pour x raisons. Au-delà aussi de cette question de pétrole, oui, effectivement, cette organisation séduit. Il faut comprendre également qu'au cœur de leur stratégie, il y a quand même, dans le mode de communication, il y a cette question de victimisation qui, écoutez, nous sommes des victimes de telle situation. Vous également, vous êtes des victimes. Donc, on se réunit entre marginaux et qui payent plus parce qu'avec les messages qui circulent tous les jours, parce que nous avons une guerre injuste, parce qu'on nous fait ça, on a plus de 200 000 morts de tel côté à tel jour, telle semaine. Ce message de victimisation, transposé avec vous, de votre côté, vous êtes dans une société parce que vous êtes marginalisé, justement parce que nous avons les mêmes raisons de nous unir aussi. Donc ces questions sont soutenues par la puissance d'argent qu'ils ont, entretenues par le fait même que l'organisation géopolitique et géostratégique de cette partie du monde aujourd'hui fait que les acteurs qui peuvent donner des solutions communes ne parviennent pas à trouver des solutions, prennent souvent des décisions qui, comme on l'observe, se retournent contre pratiquement tous ces acteurs. André Bourgeot, je rappelle que vous êtes le directeur de recherche, donc au CNRSC à Paris. Alors la France, on ne peut pas se le cacher, a du pain sur la planche avec cette nouvelle situation. Elle a d'ailleurs accentué son intervention en Syrie. Elle est présente dans le Sahel. Pourra-t-elle tenir sur tous ces fronts à la fois, M. Bourgeot?
Écoutez, si je me réfère aux propos tenus par le président Hollande il y a quelques mois, qui disait que la France n'avait pas les moyens militaires, financiers et technologiques pour intervenir en Syrie, c'est ce qu'il avait été déclaré il y a quelques mois, pour légitimer la position politique. J'observe que plusieurs mois après, la France intervient, c'est d'ailleurs le lendemain ou sur le lendemain des attentats à Paris, avec des avions de chasse. Ils ont bombardé une base tenue par l'organisation de l'État islamique. Donc la question que je me pose, c'est comment en quelques mois, la France a subitement les moyens d'intervenir en Syrie d'une manière un petit peu plus ferme qu'auparavant. Mais je voudrais revenir sur cette notion de territoire. Un territoire n'existe pas en soi. Si on n'a pas les moyens techniques, militaires et financiers, j'insiste sur l'aspect financier, on ne peut pas créer un territoire, premièrement. Deuxièmement, je ne pense pas qu'on puisse parler de territoire ou de territorialité en ce qui concerne l'ex-Boko Haram qui intervient dans le bassin du lac Tchad. On ne peut pas parler non plus de territoire sur l'existence de cette organisation de l'État islamique en Libye. Et là, et qui est quand même conséquente, il faut le mentionner, à l'intervention militaire franco-britannique et celle de l'État et celle de l'OTAN en Libye. On a vu ce que ça a donné. Donc il y a quand même des responsabilités, des erreurs politiques et stratégiques commises par certains pays occidentaux. On ne peut pas parler non plus de territoire en ce qui concerne l'organisation de l'État islamique en Algérie. Donc je suis très très prudent. Et ensuite, la territorialité au Proche-Orient, où est-ce qu'elle s'exerce? Elle s'exerce dans la région de Mossoul. Or, Mossoul est le lieu de production de pétrole. Donc je ne crois pas qu'on puisse dissocier les deux et dire que le territoire est quelque chose de fondamental. Ça devient fondamental à partir du moment où effectivement ils ont des moyens financiers de leur ramification. Encore une fois, 2 à 3 millions par jour, ça leur donne une puissance fantastique. Alors, Sir Daniel, la France en Syrie, la France dans le Sahel, est-ce que le pays a les moyens de pouvoir tenir? Avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur la notion de territoire. Si l'organisation État islamique est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il contrôle un territoire. C'est parce qu'il contrôle un territoire, c'est parce qu'on les voit se pavaner, contrairement à Al-Qaïda, dont les responsables sont terrés aujourd'hui dans des grottes, c'est parce qu'ils peuvent circuler, notamment vers la Syrie, vers une partie de l'Irak, et donc c'est fondamental pour comprendre l'organisation de l'État islamique. Sans cela, il n'y aurait pas eu cette puissance. Sans cela, sans pouvoir se pavaner, sans pouvoir monter facilement leurs vidéos, sans pouvoir appeler, importer, si vous permettez l'expression, des terroristes, des jeunes terroristes, il n'aurait pas existé. Ça, c'est fondamental pour moi. La deuxième chose que je voulais me permettre de dire, c'est que est-ce que la France a les moyens de sa politique? Écoutez, on ne peut pas mettre derrière chaque citoyen un policier, ce n'est pas possible. Vous n'avez aucun pays au monde aujourd'hui, à mon avis, qui puisse lutter de manière drastique contre l'insécurité, contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est quoi? Les autoradicalisés, on n'a plus besoin de les former aujourd'hui dans des camps militaires. Quand ils vont sur Internet, par exemple, ils sont formés. Il y a des sites aujourd'hui, on ne va pas faire de la publicité, mais quand vous allez sur les sites, vous voyez par exemple quelqu'un qui vous écrit « Mon ami, comment vous appelez? Venez vers Dieu, Dieu va vous faire ceci, etc. » Les gens, je le disais tout à l'heure, ils sont même plus endoctrinés. Ils ont fait un surchauffage de cerveau à tout ce monde-là. La France a pris les mesures qu'il fallait prendre probablement, mais pas assez. Vous avez vu le ministre français de l'Intérieur, M. Cazeneuve, a dit que depuis quelques mois, il y a 5 à 6 attentats qui ont été déjoués. On ne peut pas tout déjouer. Mais en revanche, il faut voir la réalité en face, à mon avis, et voir la géopolitique et se poser des questions. Vous avez vu l'intervention des États-Unis en Irak, ça a été une catastrophe. Il n'y a pas longtemps, M. Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, a dit « Nous sommes trompés, on n'avait pas la preuve finalement que l'Irak détenait des armes chimiques, ce n'était pas vrai. » Alors, ça c'est très important. Lorsque vous détruisez un pays comme l'Irak, lorsque vous détruisez un pays comme la Libye, parce qu'on a la preuve aujourd'hui que Kadhafi n'a pas massacré plus que par le passé ces populations. Donc l'intervention ne se justifiait probablement pas, c'est un dictateur, tout le monde le sait. Et dans le monde arabe, vous avez d'autres dictateurs auxquels on ne touche pas. Donc il faut reconnaître ce qui s'est passé. En Syrie, regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aider par exemple les pieds nickelés d'opposants de
M. Bachar lui-même qui est un dictateur. Souvenez-vous ce que les Européens, l'Europe a fait à l'époque. Il a fallu s'allier quand même à un moment à Staline pour pouvoir vaincre un type comme Hitler, un sanguinaire comme Hitler. Il faut voir la réalité en face. Probablement changer de tactique en Syrie, même si certains veulent, par exemple, le départ du président syrien, mais dire qu'à un moment, il fait peut-être partie de la solution, ne serait-ce que pour un moment. Donc, la France ne peut pas avoir les moyens de sa politique. Aucun pays, les États-Unis, l'Allemagne, aucun pays ne peut lutter à 100% efficacement contre le terrorisme. En revanche, ce qu'on peut faire, on peut coordonner, à mon avis, les actions pour pouvoir vaincre ce que j'appellerais l'île tentaculaire qui est en train de faire très très mal actuellement. À présent, nous allons suivre la réaction de Baba Dakono, analyste, il est ici dans ce studio. Oui, je ne sais pas quand Serge Daniel dit on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Oui, c'est clair qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme avec les moyens militaires. Je crois que ça a été admis par plusieurs chefs d'État occidentaux ces derniers temps. Et d'ailleurs, les experts ont attiré l'attention depuis quelque temps sur le fait que la France est aujourd'hui en train de se focaliser, à titre d'exemple, sur le Mali, sur une lutte militaire, et que ce n'est pas forcément la lutte militaire qui va donner des résultats dans cette lutte contre le terrorisme. Oui, il faut une coordination, encore une fois, des actions, mais on ne peut pas prendre un pan précisément de cette question de terrorisme pour dire avec ce pan, nous allons donner telle solution et nous allons nous coordonner à tel point. Tout à l'heure, tout au long de ce débat, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de flux et de reflux, de mouvements. Donc, ça passe par là également. Donc, ça passe par... C'est une guerre d'abord, c'est une question idéologique. Donc, il faut proposer des stratégies idéologiques. C'est aussi une question, souvent, par exemple, en Afrique, c'est souvent des questions politiques, c'est des questions de gouvernance, c'est des questions économiques, ça a été souligné. En fait, c'est beaucoup de questions et il faut pouvoir proposer des solutions tout à fait adaptées aux stratégies déployées par ces terroristes et qui ne sont pas forcément des solutions militaires, tout en tirant les leçons de tout ce qu'on a fait par le passé. Donc moi, je suis plus optimiste que Serge Daniel, en disant que oui, on peut lutter contre le terrorisme, mais on ne peut pas y lutter avec les moyens militaires tels que beaucoup de personnes le pensent. Alors, Serge Daniel, on le disait, la France en Syrie, la France dans le Sahel. Alors, on se pose quand même une question ici, comme la France a commencé à accentuer ces actions militaires quand même en Syrie, n'y a-t-il pas de risque que cela ait une incidence sur Barkhane, que Barkhane soit un jour allégé? La question n'a pas de sens peut-être? Ah non, votre question a toute sa place, parce que mon sentiment personnellement, c'est que il y a eu l'opération Serval. L'opération Serval qui s'est occupée du nord du Mali, qui a libéré, disons, les principales villes du nord du Mali, et l'opération Serval qui s'est transformée en l'opération Barkhane pour s'occuper de tout le Sahel. Le véritable problème de cette opération Serval, c'est que la mission les CAF bleus de l'ONU n'ont jamais pu militairement prendre la relève de Serval. Évidemment, il y a Barkhane aujourd'hui qui s'occupe de tout le Sahel, le hub est désormais au Tchad. Disons que les Français seuls, ça c'est mon point de vue, ne peuvent pas assurer la sécurité du Sahel, du Sahara. Ensuite, avec ce qui se passe en France, ici, moi, à mon avis, il est tout à fait normal que la France revoie son dispositif, parce que l'objectif en venant au Sahel et au Sahara, c'est d'abord de protéger ces pays du Sahel et du Sahara, mais c'est aussi d'empêcher des terroristes de quitter le Sahel et le Sahara pour aller en France. Donc forcément, à mon avis, ça pourrait avoir des répercussions sur la présence militaire de la France au Sahel et au Sahara. Vous voyez, les Américains, par exemple, physiquement, il n'y a pas d'armée américaine là-bas. Vous avez des drones américains, vous avez des frappes qu'ils appellent des frappes chirurgicales, c'est différent, donc il n'y a pas de sol aux troupes. Et donc ça ne m'étonnerait pas du tout que face à la situation qu'on vit aujourd'hui en France, ça ne m'étonnerait pas du tout de voir le dispositif français dans le Sahel, à mon avis, changer d'une manière ou d'une autre. Alors, nous allons retourner dans ce sujet pour donner la parole à Baba Dakono, mais avant cela, il faut remercier André Bourgeot qui, pour
un problème de calendrier ne pourra plus continuer malgré sa disponibilité. Ce débat avec nous, nous le retrouverons prochainement. Nous allons d'ailleurs, avant de donner la parole à Baba Dakono, observer la seconde pause. Une réaction, Un avis, Un commentaire, Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, nous vous rappelons que le sujet du jour, ce sont les attaques perpétrées par les terroristes. C'était vendredi à Paris. Nous en parlons à présent avec deux spécialistes. Nous avons d'abord Serge Daniel, qui est journaliste écrivain. Nous avons dans ce studio Baba Dakono, qui est analyste. Alors, Monsieur Dakono, quel peut être l'impact que la nouvelle situation créée après vendredi à Paris peut avoir sur le Mali? Déjà avant sur le Mali, sur la France d'abord, parce que c'est important de rappeler que, par exemple, aujourd'hui on apprend que la France sort pour un mois de l'espace Schengen, donc le visa Schengen ne pourra plus rentrer en France. Ce sont des exemples de mesures qui vont certainement venir, donc c'est pour dire que les libertés individuelles en France vont prendre un sérieux coup au cours des prochains jours, parce que pour faire une lutte efficace, il y a la question de sécurité intérieure qui va être... L'état d'urgence. L'état d'urgence également, c'est l'une des mesures qui feront que les libertés individuelles vont prendre un sérieux coup. Comme l'a dit Serge Daniel tout à l'heure, c'est que c'est sûr que les missions, que ce soit dans le Sahel ou en Syrie, c'est oui pour aider ces pays ou certains groupes à lutter contre le terrorisme, mais fondamentalement, c'est pour empêcher les terroristes d'agir sur la France. Donc, ce seront des stratégies qui seront revues pour donner, parce que le danger aujourd'hui, même si il y a des groupes qui ont prêté allégeance à l'État islamique, c'est que le lien entre ces groupes ne s'est pas totalement formalisé, n'est pas devenu totalement opérationnel. Le plus gros risque aujourd'hui, c'est l'opérationnalisation de ce lien entre l'organisation de l'État islamique, les groupes armés terroristes qui sont au nord du Mali, Boko Haram au Nigeria. Donc, ce sera un lien très très dangereux qui aura des conséquences énormes et pour les pays africains, les pays du Sahel, mais surtout pour l'Europe. Donc, toute cette stratégie sera vue, mais à mon avis, la France va, pour les prochains jours, je crois que ça a commencé avec une réunion de coordination des chefs d'état-major, un conseil de défense élargi, pour des mesures en fait, parce que la France seule, c'est sûr, ne pourra pas, l'opération Barkhane seule ne pourra pas avoir l'effet escompté pour lutter efficacement contre les conséquences du terrorisme en Europe. Donc on va aller vers des solutions concertées, des solutions de coordination dans les prochains jours, et on va donner peut-être une nouvelle orientation à cette opération, même si le corps ne va pas changer, mais on va essayer quand même d'amener le plus d'acteurs pour pouvoir lutter efficacement dans le Sahel contre la montée en puissance du terrorisme et stopper ou empêcher tout lien opérationnel entre l'organisation de l'État islamique et ses groupes terroristes. Serge Daniel, est-ce qu'on doit à présent craindre une radicalisation des mouvements djihadistes dans le Sahel? Il faut craindre une radicalisation. La radicalisation est déjà en cours, mais il faut plutôt craindre une chose, c'est que vous allez voir de plus en plus l'organisation de l'État islamique avoir des adeptes. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez une frange du Moujao qui a fait allégeance à l'État islamique. Vous avez le Boko Haram du Nigeria qui a fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. Ça peut attirer des gens. Vous savez que dans des pays comme le Sénégal, on est en train de démanteler des cellules dormantes, dans les pays voisins également. Il faut avoir cette crainte-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je le répète, la force de l'organisation de l'État islamique, contrairement à Al-Qaïda, c'est qu'ils ont un territoire, c'est qu'ils contrôlent un territoire aujourd'hui. Et ça, c'est très important à mon avis. Ils font venir là-bas des islamistes, des jeunes islamistes de tous les pays, des jeunes volontaires. Il y a des mouvements de flux et de reflux, et ils ont de l'argent, ils ont énormément de l'argent, c'est pas seulement le pétrole c'est beaucoup d'argent, mais ils font du business également. À partir de ce moment-là, ils sont forcément redoutables. On a appris la semaine dernière, par exemple, que l'organisation de l'État islamique fait un troc, c'est-à-dire pétrole contre armes, par exemple, et qu'il y a tout un circuit d'investissement, un circuit d'organisation criminelle. Vous avez des anciens généraux de Saddam Hussein qui auraient intégré
l'organisation de l'État islamique. Donc le véritable danger est là et il faut voir la réalité en face. On ne peut pas lutter. C'est-à-dire, c'est des bombardements, vous ne pouvez pas bombarder une zone. C'est vrai, les Français ont bombardé il y a quelques heures, assez longuement et durement la zone, mais ça ne va pas résoudre le problème. Ils vont disparaître et ensuite ils vont se métastaser, ça c'est mon impression, ils vont se métastaser au nord du Mali, au nord du Niger, dans le Sahel, etc. Et c'est vraiment une inquiétude pour la communauté internationale, à mon avis. Baba Dakono, vous aussi, vous pensez qu'une radicalisation n'est pas à exclure de la part des mouvements djihadistes? En fait, les mouvements djihadistes sont déjà des mouvements radicaux et sont dans l'extrémisme violent. Donc, ils sont en train de tout faire. Je crois que la radicalisation, elle est déjà consommée. La plus grande question maintenant, parce que ce qu'on a vu d'abord avec ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, ensuite ce qui s'est passé à la terrasse de Bamako et ce qui s'est passé à Paris il y a quelques jours, c'est que le mode opératoire, ce n'est plus on vient se faire sauter ou on vient faire sauter. Non seulement on se fait sauter, mais ce que les observateurs, certains témoins rapportent de ce qui s'est passé, par exemple au Bataclan, c'est que depuis que les tirs ont commencé, ils n'ont pas arrêté, ce qui laissait croire que c'est des personnes super entraînées et qui sont quand même très préparés à ces types d'opérations. Le danger, c'est les conséquences que les autres mouvements épousent ce mode opératoire et les conséquences que ça peut avoir. Surtout. Sinon, on est déjà dans la radicalisation, ce sont déjà des groupes radicaux armés. Il faut pas que l'on donne le temps où il faudrait, ça encore, on va faire appel à un système de coordination, à la mise en place, à placer au cœur de la stratégie les questions de renseignement pour qu'on ne puisse pas assister à des duplications de ce mode opératoire dans d'autres pays ou même récidiver en France. Alors, Sir Daniel, nous savons que vous êtes un homme bien informé. Il y a eu quand même des rumeurs, et même sur l'Internet, on l'a lu, des tracts qu'on aurait lancés au nord du Mali. Est-ce que vous en savez quelque chose? J'ai pas bien entendu. Je dis que quand ce genre de situation est là, on doit s'attendre à toutes les rumeurs. Mais même sur Internet, on lisait qu'au moment où les terroristes menaient leurs activités à Paris, que des tracts avaient été lancés au nord du Mali qui incitent à je ne sais quoi. Est-ce que vous en savez quelque chose? Écoutez, j'ai appris ces rumeurs-là, mais je n'ai pas de preuves. Vous savez que c'est passé inaperçu, mais il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui a été, un homme qui a été décapité dans la région de Tombouctou, qui a été décapité par, dit-on, les islamistes. Le dernier document qui a circulé, c'est le document de Yadar Ali, qui a été authentifié. Il a été authentifié, l'islamiste Yadar Ali, dans un document, c'est pas une vidéo, mais c'est un enregistrement qui commence par sa photo, mais après c'est sa voix, il n'y a pas autre chose, il dit trois choses, il appelle à combattre la France, il dénonce les accords d'Alger, il menace, ça c'est très important, il menace les groupes armés qui ont signé les accords d'Alger, et il appelle à la guerre sainte. Donc, mais ce qui a été confirmé par plusieurs sources sécuritaires dans la région, c'est que le document a été publié plutôt avant les attaques de Paris. Donc on ne peut pas dire que c'est un lien direct, mais on peut quand même laisser entendre qu'il y a un slogan aujourd'hui en vogue, c'est islamiste de tous les pays, unissez-vous. Alors, merci Saint Daniel pour cette précision. On va vous retrouver dans un instant, le temps de donner la parole à Baba Dakono. Alors dites-nous, monsieur Dakono, la menace terroriste qui devient de plus en plus mondiale, que peut faire une organisation mondiale comme l'ONU face à cette situation? Alors c'est très compliqué, comme on le disait tout à l'heure. Vous avez vu, on a parlé précédemment du fait que la MINUSMA n'a pas pu jouer ce rôle de relève après l'opération Serval qui est devenue une opération plutôt régionale dans le Sahel. C'est que la plupart, par exemple, des missions des Nations Unies, ce sont des missions d'opération de maintien de la paix, alors que là, on parle souvent de lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est au-delà des Nations Unies, c'est composé de pays qui siègent
pour la plupart de ceux qui peuvent décider au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est là où on pourra trouver des réponses communes. Et comme je l'ai dit encore une fois, mais il semble que les leçons ne sont pas tirées des pratiques par le passé et on a tendance à refaire toujours les mêmes choses parce que autant oui, tous les acteurs sont d'accord pour faire la lutte contre le terrorisme parce qu'ils sont tous menacés, autant aussi personne ne veut laisser ces enjeux tant géopolitiques que géostratégiques. Donc c'est très compliqué. C'est une menace face à laquelle l'Organisation des Nations Unies n'est pas forcément outillée tant au niveau de ses missions, tant au niveau de ses organes politiques, pour donner une réponse tout de suite. Mais elle pourra se faire, vous avez vu, même quand elle décide dans le cadre de l'intervention française au Mali, ça a été fait parce que les Nations Unies ont, dans une résolution, autorisé l'intervention militaire en France. Elle pourra se faire par donc le biais de ces interventions, de décisions, de mesures communes de ces pays qui ont aujourd'hui la capacité, tant sur le plan des moyens technologiques qui peuvent faciliter la question du renseignement, tant sur des interventions rapides, des interventions ciblées. Alors, Serge Daniel, l'ONU ne doit-elle pas se préoccuper de l'ampleur que prend la menace terroriste aujourd'hui? Ah oui, je le pense sincèrement. Mais vous savez, c'est un peu l'éternel problème, le sempiternel problème du mandat de l'ONU. Dans un pays, dans une région comme le nord du Mali, on vous explique que l'ONU n'a pas, par exemple, pour mandat de se battre, par exemple. Alors que ce qu'il faut, et ça a été également ma position, si vous voulez lutter effectivement, si vous voulez faire aujourd'hui la paix dans le Sahel, dans le nord du Mali, dans le Sahel, dans le Sahara, il faut forcément qu'on puisse avoir une force internationale mobile, armée, surarmée, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le trafic de drogue. Parce que cela va ensemble, tous les trafics vont ensemble. Vous avez une locomotive qui s'appelle trafic, et puis vous avez un wagon, vous avez le wagon de trafic de drogue, vous avez le wagon de djihadistes, vous avez le wagon de trafiquants d'armes, vous avez notre wagon de trafiquants de véhicules, vous avez notre wagon de trafiquants de cigarettes, donc tout va ensemble. Il est d'un devoir, à mon avis, de la communauté internationale, de l'ONU notamment, d'envoyer, de former et d'envoyer dans certaines parties du monde, d'envoyer des troupes d'élite pour lutter contre tous ces trafics. C'est aussi le gage nécessaire pour que les populations puissent vivre en paix. C'est le gage pour que les populations puissent vivre en paix, pour que le calme puisse régner dans ces localités, dans ces zones-là. Alors, à vous, le mot de la fin, Baba Dakono. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les terroristes ont développé des stratégies qui sont, comme ils viennent de le prouver, très à point, tant sur le plan du recrutement. Oui, peut-être ils ont les moyens qu'il faut. Oui, ils ont le message qu'il faut pour faire ce recrutement, mais ils ont démontré leur capacité à faire du mal partout. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui disait chaque fois, oui, lui, il veut bien venir à Bamako, il veut bien visiter Tombouctou, mais il n'est pas jusqu'à présent autorisé. C'est triste ce qui s'est passé, mais lui il dit bon, finalement il s'est rendu compte qu'il peut bien venir parce que autant on est en danger à Bamako, à Tombouctou, autant on est à Paris aujourd'hui. Donc ça démontre la capacité aujourd'hui de nuisance de ces groupes terroristes, mais ça démontre surtout leur stratégie, leur préparation. Donc qui implique, qui doit obliger aujourd'hui tous les acteurs à mettre de côté certaines considérations pour faire face de façon commune à cette lutte contre le terrorisme qui passe par beaucoup de choses et qui est une lutte de longue haleine. Malheureusement, on ne partage pas très souvent et on ne mesure pas l'impact de quand on déjoue un attentat. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur français est revenu dessus. Ils ont déjoué plusieurs attentats. Au nord du Mali, c'est passé plusieurs choses récemment, mais on ne le partage pas et on ne le sent pas. Malheureusement, c'est quand les choses se gâtent, permettons à l'expression, que l'on se meut et que l'on sent le plus
terroristes, mais il est important que les acteurs continuent davantage vers des solutions communes parce qu'on se rend compte que la solution militaire n'est pas forcément la solution parce que ce fléau est soutenu par beaucoup d'autres choses. Alors, il ne reste qu'à vous remercier, Baba Dakono. Je rappelle que vous êtes analyste. Merci également à Seth Daniel qui était en ligne. Il est journaliste écrivain. Nous n'oublions pas de dire merci à André Bourgeot qui est directeur de recherche au CNRS à Paris. Il est spécialiste du Sahel. C'est donc la fin de ce débat. Réalisation Ousmane Djadje Touré. Mise en onde Gagné Kanté. Régie vidéo Peting Diara. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.